place dans le fond. Il y a une place à côté de toi? Non? Bon, les prochains, on va les mettre sur la scène. Bon, je crois que c'est plein. Il y a l'un de long, Je vous avais fait une petite enquête pour savoir la satisfaction des conférences, les horaires, etc. Bon, en 2 mots, je vais vous dire que le résultat de l'enquête, c'était, je suis très fier, 99% de satisfaits. C'est un score à la soviétique. Bon. Mais bon, la question importante, c'était les horaires. Et malgré le biais de la méthode, puisque c'était des gens qui venaient à 20h30, et il y a eu une majorité de gens qui étaient pour qu'on le commence plus tôt. Donc, on va commencer à partir de septembre, je répète, à partir de septembre, parce que jusqu'à septembre, les programmes sont imprimés, on ne peut pas changer. À partir de septembre, on commence à 8h. D'accord? Ça vous fait plaisir? Oui. Il y avait en gros 60% pour avancer l'heure. Alors, au point de vue calendrier, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je voulais signaler pour les gens de la SAF, samedi prochain, il y a la commission de cosmologie. Michel Piat nous parlera de polarisation du bruit de fond cosmologique, du CMB. En même temps, le même jour, il y a la commission des comètes. Donc, choisis ton camp, camarade. Hein. Le 29 mars, il y a commission de planétologie. Et je vous rappelle, le 22 mars, nos amis de Plaisir, de Vega, nous proposent une super conférence à Plaisir, c'est pas très loin, c'est pas de Versailles, sur chaos et harmonie des planètes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La prochaine conférence, c'est le 9 avril, c'est Nicolas Viver qui nous parle de comètes. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter donc Étienne Klein, qui est un physicien, un philosophe. Il est directeur du LARCIM. Alors LARCIM, c'est quelque chose qui veut dire laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Et c'est à Saclay. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, En cherchant Majorana et d'autres. J'avais une très belle slide là-dessus, mais bon, je ne viens pas presser. Je lui laisse la parole. Merci d'avoir attendu. Désolé de tout ce brouhaha. J'espère que les personnes qu'on a chassées tout à l'heure ne m'attendent pas à la sortie. Sinon, vous ne me reverrez pas le mois prochain. Merci beaucoup, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Et je vous prie d'accepter mes excuses pour le retard qui est en grande partie seulement indépendant de la volonté. J'avais 2 remarques à propos de ce qui a été dit. D'abord, vous avez dit que d'habitude le conférencier a un PC. Or, mon expérience des conférences me dit le contraire, c'est-à-dire que d'habitude les organisateurs donnent... La seconde remarque, c'est que d'habitude je n'ai pas de clé USB. Sauf que cette fois j'en avais une. Donc cette soirée me paraît très mal partie. Enfin, dernière remarque avant de commencer, ce n'est pas parce que vous allez changer les horaires des conférences que vous allez changer l'heure d'arrivée des conférenciers. 20h, si ça avait été 20h, j'aurais eu 3 quarts d'heure de retard. Un quart d'heure, voilà. Donc, le sujet de ce soir, que j'avais décliné en 7 transparents, dont je n'ai pas un souvenir intégral, c'est la question de savoir si l'univers a connu un instant zéro. En fait, on pourrait plutôt dire est-ce que l'univers a connu l'instant zéro? Parce que s'il y en a eu un, il n'y en a eu qu'un seul.
Et donc on peut parler de l'instant zéro qui serait l'instant qu'on associe traditionnellement au Big Bang. Alors pourquoi je pose cette question? C'est parce que je pense que la tâche principale des physiciens et des astrophysiciens, c'est de voir quel lien il peut y avoir entre les théories physiques qu'ils élaborent ou qu'ils utilisent et puis l'univers physique et la réalité physique. Est-ce que nos théories décrivent la réalité? Est-ce qu'elles la touchent simplement, ce qui expliquerait leur efficacité? Ou est-ce qu'il arrive que nos théories nous fassent voir des choses qui sont différentes, c'est-à-dire qui sont dans les théories mais pas dans la réalité? Et donc une grande partie de l'activité des physiciens, c'est d'élaborer des observations, des tests expérimentaux qui permettent de voir si nos théories rencontrent le réel ou divaguent à son propos. Ou bien s'il y a simplement dans la réalité des choses dont nos théories ne rendent pas compte, c'est la question de la conjecture. Alors il y a des cas que vous connaissez où ça se passe très bien, par exemple, on a pu vérifier ces dernières années l'existence des bosons de Higgs qui avait été prédite par 3 théoriciens en fait en 1964 à partir d'articles très courts, les articles de Peter Higgs, François Englert et d'autres font une page et demie de calcul de théorie des champs qui montre que si on veut développer la théorie des champs et tenir compte de la masse de particules élémentaires, il faut imaginer une mesure de symétrie qui a engendré l'apparition d'un champ quantique dont les quantas sur les bosons de Higgs qui ont été détectés, et on a pu mesurer que leurs propriétés sont exactement celles qui avaient été calculées par les théoriciens. C'est-à-dire que les mathématiques en physique sont capables d'agir comme un véritable treuil ontologique, au sens où, à partir d'arguments mathématiques qui au départ ne sont portés par aucune impulsion empirique, on est capable de faire des prédictions concernant de nouveaux éléments de réalité. Et je rappelle que le boson de Higgs est une particule décrite par un champ scalaire, et c'est la première fois qu'on découvre un objet physique, une particule en l'occurrence, qui est décrite par un champ scalaire. Donc la découverte du boson de Higgs, c'est aussi la preuve de l'existence de champs scalaires dans l'univers. Et comme vous êtes astronomes tous ou intéressés par l'astronomie, vous savez que l'existence de champs scalaires, qui est maintenant avérée, pourrait être une clé de la résolution du problème de l'énergie noire. Donc tout ce travail que font les physiciens pour tester leur théorie est un travail éprouvant, très long, 48 ans en l'occurrence, d'attente entre la prédiction théorique et la découverte expérimentale. Et puis quand on va à des énergies encore plus élevées, il y a des conjectures, comme la supersymétrie, la théorie des cordes ou d'autres que vous connaissez, qu'on a beaucoup plus de mal à tester, puisque les prédictions qu'elles permettent de faire aux énergies qui nous sont accessibles sont les mêmes que celles du réel standard. Et donc si on veut espérer pouvoir les tester, il faut aller à des énergies qui sont aujourd'hui inaccessibles dans le laboratoire. Et donc la question qui se pose est de savoir si on a affaire là à des sortes de conjectures définitives, qu'on n'arrivera jamais à transformer en théorie physique parce qu'on n'aura jamais la preuve expérimentale qu'elles sont justes. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque que, faute de pouvoir les tester, on les transforme en métaphysique mathématique, qu'on déclarera vrai, non pas à partir de critères donnés par l'expérience ou l'observation, mais à partir de critères esthétiques. On trouve la théorie des cordes jolie, donc on croit qu'elle est vraie, ou par contre d'autres penseront que telle ou telle piste alternative est plus séduisante, elle sera alors déclarée plus vraie que la théorie des cordes, par exemple. Ce qui pose la question d'enseignement, etc., sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Ça, c'est la question principale qui est au plus. Quel lien y a-t-il entre la réalité et la représentation physique ou théorique que nous en faisons? Il y a une deuxième question qui est moins souvent abordée et qui me semble presque aussi cruciale parce qu'elle a des implications éthiques. Cette question, c'est: est-ce que nous parlons bien de ce que nous savons? Alors pourquoi est-ce que c'est une question éthique? Parce qu'en général, quand on parle d'éthique à propos de la physique, on parle des applications de la physique.
nucléaire, par exemple, la question des nanotechnologies. Et ce sont des questions éthiques parce que les connaissances que nous acquérons par la recherche en physique sont des connaissances qui engendrent de l'ignorance. Mais une ignorance d'un type très particulier. Comme Einstein l'avait signalé, Einstein a donné une conférence à Princeton en 1939. Il avait été invité par le département de théologie de Princeton. Et il avait conclu sa conférence, que vous pouvez trouver sur Internet, en disant qu'il n'existe pas de chemin qui permette de passer de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la science vous donne une nouvelle capacité d'agir, elle ne vous dit pas si vous devez